Alors moi, chaque fois que je suis malade ou que j'ai une grosse douleur, je me dis « Oh là là, on se rend pas compte de la chance qu'on a quand on est en bonne santé. » C'est con, hein, mais ça se précise. Moi, je vais vous présenter un homme charismatique et drôle qui va vous raconter avec transparence et humour à quel point un souci de santé peut révéler en vous une nouvelle nature. Vous avez forcément un ami un peu hypocondriaque et retenez bien une chose. Comme tout le monde, les hypocondriaques peuvent tomber vraiment malades. Et oui, je vous présente mon pote Nicolas Lebriquir au micro de Dédrama. Ok, comment je raconte ça? Alors, je pense qu'on peut raconter de manière chronologique. Ouais, je peux le raconter de manière chronologique. Comment ça commence? Bah, ça commence de manière... T'as failli mourir déjà, c'est pour ça que t'es là. Oui, j'ai failli mourir dans l'histoire. Je sais pas si j'ai vraiment failli mourir, mais bon, c'est plus stylé de dire que j'ai failli mourir. si, je pense que j'ai failli mourir, mais après vraiment, j'étais... Si, j'ai failli mourir, mais j'étais à l'hôpital. J'aurais été au Moyen-Âge, je serais mort. Mais on est au... Très vite. On est au 21e siècle, donc non, j'étais à l'hôpital et tout, donc en vrai j'étais assez protégé, mais moi je me suis senti mourir, ouais. Un jour je fais une soirée, voilà, ça commence comme ça, je suis en soirée, j'ai vraiment très très mal à la tête, je me sens pas bien dans cette soirée, je rentre chez moi, je monte, j'habitais au 2e étage, j'arrive au 2e étage, je suis mais éclaté de fatigue, je pense que je vais mourir, et je comprends pas ce qui se passe, et quand j'arrive dans ma chambre, j'ai la tête qui tourne énormément, et j'ai très envie d'aller aux toilettes. Je vais aux toilettes et là en fait je me suis vidé de l'intérieur de sang et j'ai eu en fait je faisais une hémorragie interne et j'ai commencé à je sais pas, ça a giclé c'est dégueulasse de raconter ça, je te jure ça me dégoûte quand je le raconte en blague ça va, mais quand c'est la vérité non, ça a giclé et vraiment j'en avais de partout dans ma salle de bain, c'était là-haut Du sang au plafond. C'était du sang Il est bas ton plafond? Mon plafond est même pas bas. Non, il est même pas bas, mais c'est vraiment délirant. Donc en fait, ça s'est vraiment arrivé du jour au lendemain. Et j'étais sûr que c'était du sang, c'était noir en fait, ça avait une apparence noire très foncée. Et du coup, j'ai appris que c'était du sang digéré. Attends, on peut parler de la notion de couleur quand même chez toi. Ouais, parce que je suis daltonien. En fait, c'est compliqué ce qui s'est passé. Parce que mon père est gastro-entérologue. Donc moi, quand je me suis mis à chier du sang, j'ai tout de suite appelé mon père parce que ça me paraissait logique, quoi. Et comment tu savais que c'était du sang si tu peux confondre le marron et le rouge? Parce que chez les daltoniens, on peut confondre le marron et le rouge. Ouais, mais en fait, je le voyais. En fait, ce qui est fou dans ce truc-là, c'est que je voyais la bonne couleur. Mais donc, je voyais ça noir. Mais j'étais sûr que c'était du sang. Et donc, du coup, quand j'ai eu mon père au téléphone, je lui ai dit, c'est rouge. Parce que en fait, j'ai présupposé mon daltonisme. Et j'ai dit, à tous les coups, je me trompe de couleur et je vois pas la bonne, alors qu'en fait, c'est rouge. Mais moi, j'étais sûr que c'était du sang parce que je sais pas comment dire, on le sent. On peut pas. On sent il y a que c'est une du odeur, sang. le sang. Non, mais au-delà de l'odeur, c'est qu'on le sent. J'ai goûté. J'ai goûté. Non, au-delà de l'odeur, c'est que je sais pas, vraiment, quand je me suis vidé de mon sang, ça m'a fait un effet, c'est sûr, c'était d'un liquide. Oui, c'était donc liquide. tu savais vraiment, ce que c'était. C'était des litres, quoi, qui coulaient. Donc tu lui as dit la mauvaise couleur pour le diagnostic. Ouais, et du coup, je lui ai dit, ouais, je crois que c'est. Non, je lui ai dit, c'est du sang. Il me fait, ah bon, mais comment tu sais que c'est du sang? Je lui ai dit, bah, c'est rouge. Et j'ai menti là-dessus. J'ai menti parce que mes parents, en fait, moi, mon père, il est médecin, donc moi, j'ai un peu été éduqué dans un truc où tout le monde mourait, tu vois, dans son quotidien. Donc moi, j'ai toujours été très hypocondriaque. Et du coup, mes parents, ils me prennent jamais au sérieux quand je leur raconte des trucs. Et là, je savais que c'était un truc sérieux, c'était du sang, donc je voulais qu'ils me prennent au sérieux et j'ai menti. Ce qui était très con parce qu'en fait, c'était pas grave que ça soit rouge et c'était très grave que ça soit noir. Donc mon père, il me fait, non, mais t'inquiète, c'est pas très grave si c'est rouge, juste iras faire une prise de sang demain, mais t'inquiète pas, quoi. Et puis surveille ton rythme cardiaque, quoi. Je prenais mon pouls de temps en temps. Donc moi, je vais me coucher, on était lundi soir, mardi, j'étais à l'école à l'époque de théâtre, j'avais cours le lendemain. Donc le lendemain, je vais en stage avec le metteur en scène, mais dans les escaliers et tout, je montais les escaliers du métro, j'étais à 130, 140 BPM, tu vois, en montant juste 5 marches, tu vois. Je disais, putain, c'est bizarre quand même. Mais ça s'était arrêté, l'hémorragie. Bah en fait, ouais, ça se passait par intermittence. Si quand j'allais aux toilettes, à chaque fois que j'avais envie d'aller aux toilettes, et j'avais envie d'y aller assez régulièrement, tu vois, c'était à chaque fois noir, quoi. Enfin, c'était abondant, noir, ça puait, comme tu peux même pas imaginer l'odeur que ça s'appelle du méléna, en fait, le sang digéré, c'est une infection. Et donc, c'est douloureux. Et c'est pas si douloureux, c'est que... Non, c'était douloureux parce que je me sentais mal, quoi. J'avais envie de vomir, tu te sens mal, quoi. Mais c'est pas une douleur physique, comme si je m'étais coupé un bras, quoi. Mais je sais pas pourquoi cette comparaison. Ça m'arrive souvent. Ça m'arrive souvent de me couper le bras et ça n'a rien à voir. Donc là, je suis à l'école de théâtre
Et je commence à faire. Et moi, mon père, il m'a dit que c'est rien. Donc moi, je me dis, c'est rien. Je me dis, je suis hypochondriaque. Si c'est rien, c'est que c'est rien. Et je me rappelle, je faisais une impro et puis l'intervenant, il me dit Ok, Nicolas, arrête-toi, arrête. Ok, vous lui amenez une chaise, s'il vous plaît. Ok, Nicolas, tu t'assois sur la chaise. Ok, alors là, tu vas rentrer chez toi parce que tu es livide. Et en fait, moi, je me rendais pas compte. J'étais non, j'ai rien. Et tu sais, j'étais qu'à ça. Et en fait, quand je me suis assis, d'un coup, je me suis rendu compte que j'étais éclaté. En fait, j'étais Mais complètement tu perdais anémié. ton sang, en fait. Ouais, je perdais mon sang. Et j'étais complètement anémié. Donc, en fait, je tachycardais dès que je faisais le moindre effort. J'étais blanc comme un cul, tu vois. Et, euh, et donc, du coup, j'ai fait ok, je rentre. Je vais faire une prise de sang. Et les résultats de la prise de sang, c'est que je suis à 12, un truc comme ça d'hémoglobine. Normalement, on est censé être à 15 d'hémoglobine et là, je suis à Ouais. 12. Donc, c'est-à-dire que j'ai perdu un peu de sang, mais c'est pas non plus dramatique. Genre, Ok. des grosses hémorroïdes peuvent te faire ça. Tu vois. C'est ce que disait mon père. Il me disait, mais si c'est rouge et tout, ça peut être des hémorroïdes, donc t'inquiète. Et le soir, là, je recommence à avoir un truc abondant comme Et ça. jamais tu t'es dit, je prends une photo, puisque quand on est daltonien, ça C'est- doit être un truc qui t'arrive. C'est difficile d'envoyer une Pardon, photo c'est de un ta peu merde à ton Oui, père. mais tu sais. si ton père c'est son métier, il en a Ouais, vu d'autres, d'accord, non? mais bon, tu vois. Moi, je vais déjà chez le psy, meuf. Tu vois, j'essaye de me dégager de tous ces trucs-là d'enfance. C'est pas à 27 ans que je vais lui envoyer une photo de mon caca, tu vois. Non, mais. Non, c'est vrai que je n'y ai pas pensé. Mais par contre, le soir, du coup, ça me réarrive et puis je regarde attentivement cette fois. Et je fais putain, mais c'est noir, hein. Et du coup, je vais sur Internet et je cherche sel noir. Et là, c'est marqué hémorragie interne, c'est du sang digéré, super grave. Et là, je fais oh mon dieu, oh mon dieu. Papa, j'ai J'appelle, menti. je fais papa, en fait, c'est noir. Il fait comment ça, c'est noir? Et je fais non, mais c'est noir et tout. Et il dit mais putain, mais c'est vrai que t'es daltonien et tout. Et puis bon, je lui ai pas dit sur le moment qu'en fait j'ai juste menti, tu sais, que je le voyais noir. Il s'était pas rappelé que t'étais daltonien au premier Ouais, coup sur de le fil. moment il s'est pas dit ah il est daltonien et puis il voit mal le truc, tu vois. Je lui avais dit que c'était rouge. Bref, donc du coup. Tu lui dis Donc finalement donc c'est noir, papa. Mon père il me fait ok, prends un rendez-vous chez ton médecin demain. Il va sûrement falloir que tu ailles faire une endoscopie parce que généralement quand on est jeune, quand on a moins de 30 ans et qu'on fait une hémorragie interne, c'est souvent un ulcère, c'est souvent un ulcère de Ok. l'estomac. Donc il faudrait que j'aille faire, tu sais, mettre une caméra dans la bouche, machin et tout. Donc je vais chez mon médecin le lendemain. Entre-temps, le matin, j'avais refait une prise de sang et là, j'étais descendu à 9 d'hémoglobine. Donc je Ah commençais oui. à avoir perdu pas mal, tu vois. Le médecin, il me dit ok, bah, je vais vous prendre un rendez-vous en urgence pour demain à l'hôpital Saint-Louis, machin. Donc là, je passe encore une journée à saigner. Donc là, moi, j'avais commencé à saigner lundi. Oh On est là mercredi là. et j'ai rendez-vous le jeudi matin à Ah. l'hôpital pour le truc. Donc je passe encore une journée comme ça où je suis tachycarde dès que je fais 2 pas, où je commence à perdre beaucoup de sang. Et j'arrive à l'hôpital le jeudi matin et moi j'y vais vraiment comme si j'allais faire. Enfin, pour moi, c'était vraiment pas grave, quoi. Bizarrement, alors que je suis complètement hypochondriaque, mais je me disais, j'étais un peu excité parce que j'avais un truc qui était grave dans les mots, Oui. tu vois. C'était une hémorragie interne, c'est quand même. Quand t'es hypochondriaque, le jour où t'as un truc un peu vrai avec Ouais. un mot fort, tu te dis ah, Yes. là tout le monde va fermer sa Ils vont gueule. bien fermer leur gueule, ces gros bâtards qui s'en foutent de ma gueule. Donc j'étais un peu content de ce truc-là. Et j'y allais comme ça. Bon, j'étais vraiment. Mais j'étais éclaté. Là, donc j'étais à 7 d'hémoglobine à ce moment-là parce que j'ai refait une prise de sang à l'hôpital. Donc j'ai perdu la moitié de mon sang en fait en Mais 3 jours. non, la moitié du sang de ton corps, c'est ça Ouais, que ça veut la dire. moitié C'est de mon vraiment... sang. Ouais. Et j'étais vraiment fatigué. Et je suis arrivé et je suis pas du tout passé par les urgences et tout. Je suis vraiment allé en examen normal. Je monte à l'étage, à l'hôpital, j'attends. Il y a 1 heure et demie de retard. Je suis assis dans la salle d'attente, mais j'étais en PLS, quoi. J'arrêtais pas d'aller me vider de mon sang toutes les 15 minutes parce que je continuais à saigner. Je me Mon remettais là, Dieu. j'étais blanc. Les infirmières qui passaient qui disaient mais ça va qu'est-ce que vous faites? Je dis bah, j'attends un rendez-vous, d'accord. Mais tout le monde trouvait ça bizarre en fait que je sois là. Parce que ça se voyait, tout le monde voyait Ah que ouais, ça se t'étais voyait pas que bien du j'étais tout. ah oui, j'étais blanc, tu vois. J'étais vraiment. Et donc t'as le médecin qui me fait rentrer. Oui, moi je me suis lubrifié, enfin examen normal quoi. Et puis elle m'allonge sur la table, elle me dit bah alors pourquoi vous êtes là? Et je lui dis bah en fait je fais une hémorragie interne. Donc comme je t'ai dit j'étais content, tu vois, j'étais fier de lui dire. Eh ouais. Et ouais, je fais une hémorragie interne. Elle me dit mais attendez, vous venez d'où là? Vous venez des urgences? Parce que pour elle c'était pas possible que je vienne. Et je dis non, je viens de chez moi, tu vois. Je suis. En marchant. Elle me dit mais vous saignez depuis quand? Je lui dis depuis lundi. Elle panique un petit peu. Et moi, je commence à un peu paniquer aussi parce que le fait qu'elle panique, je fais ah ouais, peut-être qu'en fait c'est plus grave que ce que je pense. Et elle prend mon bras et elle a pris mon pouls et en fait j'étais en train de tachycarder et donc du coup et là c'est là où vraiment on est rentré, c'était vraiment une scène de film, tu vois. Elle m'avait pris mon bras, elle prend mon pouls et face à elle, t'as 2 infirmières et elle prend un air très grave avec mon pouls. Elle fait ok, vous allez me chercher 2 cc d'adré, un chariot de réa et une poche de sang, go go go. Et là t'as tout le monde T'es qui dans s'agite. l'urgence, ça Ouais, y je suis est. dans l'urgence, quoi. Je suis dans la série. Je suis dans toutes les séries que t'as pu voir où t'as pas envie d'être dedans. Tu vois.
Et là, ça s'agite de partout. Et moi, je panique. J'ai fait, mais qu'est-ce qui se passe? Elle fait, non, mais vous inquiétez pas. Je fais, bah si, si. Si, je m'inquiète, en fait. Et elle me dit, non, en fait, vous êtes en train de tachycarder, mais on va vous faire l'examen. Et là, c'est parti pour, pour 3 semaines d'enfer. Là, après, ça a été pendant 3 semaines l'enfer. Donc 3 semaines à l'hôpital? Ouais, j'ai passé 3 semaines à l'hôpital. T'es pu rentrer chez toi, ça? Ouais, alors que moi, vraiment, j'étais avec mon manteau et tout. Et en fait, ce qui est fou, c'est comment très vite tu passes de aller faire un examen à tu peux plus sortir de l'hôpital. Mais je ne pouvais plus sortir de l'hôpital. T'as pas l'autorisation. T'as pas le droit. Et donc, ils me font cet examen-là. Ils trouvent pas où ça saigne. Donc, ils trouvent pas où ça saigne dans l'estomac. Mais en même temps, ils ont vu que j'avais que 7 d'hémoglobine. Donc, ils savent que je saigne beaucoup. Et donc, ils font, bon, ok, on va peut-être vous hospitaliser. Et moi, je dis, ouais, ok, pas de problème. En vrai, là, je suis content encore. Parce que je fais... Bah oui. Une hospitalisation, on est sur le top du top, quoi. On peut pas faire mieux qu'une hospitalisation, tu vois. Je suis trop content. Papa. Mais sauf que ce jour-là, moi, j'avais une audition pour un gros spectacle. C'était un gros spectacle de théâtre. Et c'était le deuxième tour, tu vois. J'avais passé le premier tour où j'avais été reçu, on n'était plus beaucoup. Il y a le deuxième tour, c'était vraiment une grosse tournée d'un spectacle. Et c'est à 17h ou 18h, je sais plus. Et donc, il me dit, on va vous hospitaliser. Je fais, ok, pas de problème. Juste moi, j'ai une audition à 17h. Juste, faudrait juste que je sorte. Moi, je fais l'aller-retour et je reviens, il n'y a pas de problème. Non, ça va pas être possible. Je vous ai dit, vous êtes hospitalisé. Je fais, si, non, mais ça, c'est très clair pour moi, il n'y a pas de problème. Je suis très content même d'être hospitalisé. Non, moi, je vous dis juste que je dois... On va le décaler, s'il vous plaît. Juste moi, j'arrive. Franchement, je pars à 16h30, je suis de retour à 18h, quoi. Il n'y a vraiment pas de problème. Et ils me disent non, que je pourrais pas faire ça. Ils me mettent dans une chambre, ils commencent à te perfuser. En fait, c'est ça où je te dis d'un coup, tu peux plus sortir, mais genre physiquement, tu peux plus sortir. Au-delà que t'as pas le droit. Parce qu'en fait, branché. D'un coup, t'es branché partout, mais en 2 secondes, quoi. Ils ont pris mon manteau, ils l'ont mis dans un placard. Ok, et ce manteau, je n'y ai plus touché pendant 3 semaines à partir de ce moment-là, et je ne le savais pas à ce moment-là, tu vois. Moi, je me dis, bon, je vais peut-être rester une soirée ou quoi. C'est le bon vieux temps où il y avait du staff à l'hôpital. Il y avait du staff. Peut-être qu'il t'arrive ça maintenant, se fait, allez à votre casting, de toute façon, on n'a pas de place. On n'a pas de place. Mais ils n'avaient pas de place, hein. Ils n'avaient pas de place, en vrai, ça a été un enfer. Donc là, il t'est branché de partout. Donc là, il me branche de partout dans une chambre avec un autre mec, alors que moi, je suis en train de me vider mon caca sang H24. Enfin, H24, oui, H24. Enfin, genre toutes les 15 minutes, quoi, à peu près, je vais aux chiottes et je me vide de Mélena. Tu peux aller aux chiottes quand même avec tes trucs. Ouais, tu sais, le truc clic, à roulette, là. Le chariot à roulette. Je vais dans les toilettes, sauf que ça pue, comme je t'ai dit, c'est le mec, il incroyable. partage les mêmes chiottes que toi. Et le mec, il a les mêmes chiottes. Et, enfin, vraiment, t'as pas envie, quoi, d'être dans cette situation-là d'impudeur totale. Enfin, c'est horrible. Moi, j'ai peur. Moi, j'étais en coloc et je peux pas. Si je fais un tout petit aux toilettes, alors qu'il y avait coloc dans le salon, par exemple, je suis au bout du rouleau. Et là, on me demandait d'être à Walp sous une truc, à aller chier toutes les 15 minutes. Moi, un mec que je connaissais pas. Et ça, c'est le tout début, après, ça part très très loin. Là, t'as 15, non, peut-être pas 15, t'as 8 mecs qui rentrent. Donc, tu as un médecin et plein d'internes, tu vois. Et donc, quand tu as tous les internes qui rentrent, tu fais « Ok, je suis un cas bizarre, quoi. Je suis un cas spécial. » Ils sont tous là avec leur petit bloc-notes à prendre des notes et tout. « Oui, bon alors, monsieur Lébriquir, voilà, on a eu votre retour, donc vous n'êtes plus qu'à 7 d'hémoglobine. Voilà, c'est pour vous dire que du coup, cette nuit, vous allez la passer en soins intensifs. » Soins intensifs. Et là, ça c'est le mot, tu vois, hospitalisation, je suis content, soins intensifs, je suis pas content. C'est la limite. C'est vraiment, voilà, moi j'aurais aimé rester au milieu, juste une hospitalisation basique, tu sais, avec les petits plateaux repas. Ça peut sentir la mort quand même. Du oui, coup, c'est pas ça peut, ça sent la mort de ouf. C'est pas, vraiment, ça sent que ça même. Ils me disent, ne vous inquiétez pas et tout, justement. Ils te disaient, ne vous inquiétez pas. Ouais, ça veut dire, ne vous inquiète pas. C'était hyper positif. Ouais, ils disent, en fait, c'est justement, on vous met là, justement, au cas où. Mais je lui dis, mais au cas où quoi, en fait? Au cas où vous mourrez, monsieur. Oui, c'est ça, il dit, au cas où vous lâchiez. Au cas où vous lâchez. Je lui fais, mais je vais pas lâcher, en fait. Moi, je ne veux rien lâcher. Laissez-moi tranquille, je veux pas. Au cas où vous lâchez, ils te disent ça. Oui, mais ils me disent ça. Au cas où vous lâchiez. Non, mais je veux pas lâcher, moi. Non, mais donc, en fait, il te rassure en disant, c'est logique, en fait. C'est justement l'endroit où vous serez le plus en sécurité. C'est soins intensifs. Donc, c'est trop bien, en fait. C'est bonne nouvelle quand vous amène en soins intensifs. Et moi, je lui dis, non, c'est pas vrai. Dans les séries télé, quand ils disent on va en soins intensifs, ça pue du cul pour la personne qui va en soins intensifs, tu vois. Et il y a tous mes potes qui me font, mais t'inquiète et tout. Moi, je pleurais ma race. Là, je commence à pleurer. Il y a ma mère qui dit ok, j'ai pris un billet de train et tout. Ma mère qui remonte du sud de la France pour venir à Paris. Tout ça dans la même journée. Et ton père, il était où? Mon père, il était toujours dans le sud, mais mon père, il disait non,
je vais pas monter. Si je monte, ça voudrait dire que c'est grave. Or, c'est pas grave, donc je vais pas monter. Tiens. Mais en même temps, c'était pas si con de sa part parce que moi, c'est vrai que de savoir que ma mère montait, de savoir qu'il commençait à y avoir cette agitation là et tout, ça, tu fais en fait, je vais crever quoi. Ils sont juste là pour voir mon dernier souffle. Tu vois, ils viennent me serrer la main pour me dire, on t'a aimé, mon fils. Donc, mais bon, bref. Et donc, je me retrouve à aller en soins intensifs. J'ai mes potes qui sont là, du coup, qui me font, mais t'inquiète et tout. Vraiment, c'est le mieux, c'est ce qu'ils t'ont dit, mais ça, c'est mieux que t'ailles là-bas et tout. Et puis, là, c'est comme dans les films, tu sais, je suis sur le lit à roulette comme ça, et puis ils m'amènent, et puis on arrive à cette fameuse double porte qu'on pousse où les proches ne peuvent pas suivre. Tu sais, les proches sont pas loin. Vraiment, elle existe vraiment. Et là, on passe cette double porte, et mes potes qui me font, t'inquiète, tout va bien se passer. Ils me font coucou. Tu vois la l'image. double porte s'ouvre, et là, t'entends, non! Mais un cri qui te déchire le cœur, tu vois. Non, et en un fait, mec qui était un mec là. qui était mort, et c'était quelqu'un de sa famille ou son fils ou quoi qui était en train non, de crier. C'est Non. Et mes potes qui me font en souriant, le sourire un peu qui vibre, tu sais, qui est un le peu petit coucou entre les deux portes. avec le non. Et tu fais putain non quoi, Oh je vais. non, l'image de film hardcore. Et là, tu te retrouves la nuit dans cet endroit-là qui est un endroit où des gens meurent en fait, tu vois, pendant la nuit, des gens meurent, t'essayes de pas. Mais ils t'endorment pas ni rien, donc toi, t'es complètement conscient. Ouais, t'essayes de dormir, sauf que en plus, là à ce moment-là, ils veulent du coup, comme ils ont vérifié l'estomac, ils doivent vérifier maintenant le côlon, donc ça va être une coloscopie. Pour faire une coloscopie, je sais pas si t'as déjà fait une coloscopie. Non. Mais normalement, on fait pas ça jeune. Moi, j'en ai déjà fait 4 dans ma vie, mais Oh my du coup, j'en ai fait beaucoup. Ça t'apprendra à être hypochondriaque. Non, c'est à partir de 50 ans les coloscopies. Moi, je suis vraiment un pro de la colo maintenant. Attends, mais ils t'ont passé le truc dans la gorge avant. Ouais, il y a eu le truc dans la gorge. Ça, c'était avant qu'ils m'hospitalisent, qu'ils ont rien trouvé. Ouais. Et après, là, ça va être le truc dans le cul, du coup, c'est la colo. Et donc, pendant la nuit où je suis en soins intensifs, donc les soins intensifs, c'était une pièce pas cloisonnée, quoi. C'est juste une seule pièce avec tout le monde qui est est dans là. la... Mais Ouais, genre combien de personnes? Je sais pas, j'ai pas trop vu. On devait être. Enfin, c'est 5, c'est 20? Ouais, je dirais plus j'aurais plus 5. Je pense qu'il y avait 5 dans mon truc, un truc comme ça. Et en fait, t'es séparé juste avec des genres de cloisons sur roulettes, tu sais, des petits paravents un peu comme ça, Ouais. qui se déplacent, machin et tout. Et je me retrouve dans cette salle. L'infirmière qui s'occupe de moi, elle a genre mon âge ou 1 an ou 2 de moins, tu vois, très très belle. Et moi, je dois me préparer une coloscopie, donc je bois du laxatif. Genre, tu bois, enfin, c'est pas du c'est de la PrEP, c'est des trucs mais en gros, ça fait un effet laxatif, quoi. Ça te vide, ça te nettoie tout l'intestin, et tu dois en boire 3 litres, des bouteilles comme as, toute la nuit. Tu vas faire que ça, tu dois les boire en je sais plus combien de temps. Mais au début, tu fais ok, c'est tranquille, à partir de la deuxième, t'as envie de vomir à chaque gorgée et tout. Et tu dois faire ça. Et donc, toute la nuit, tu te retrouves à chier toutes les 12 minutes devant la belle gosse. Devant la belle gosse, parce que moi, je suis complètement anémié. Donc, c'était un sketch. Parce que du coup, en soins intensifs, t'es branché parce qu'ils surveillent ton rythme cardiaque au cas où que justement tu fasses une hémorragie et qu'il faille venir te réanimer. Donc, t'es scopé en permanence. Sauf que moi, comme j'ai presque plus de sang, à chaque fois que je bouge, je tachycarde, donc je monte à 140, 150, tu vois. Donc ça fait tulu, et tout le monde s'agite. Moi, pour me vider, pour aller chier, ils m'ont mis une chaise trouée à côté de mon lit. Non. Et je dois me déplacer de mon lit à la chaise trouée. À chaque fois que je fais ce déplacement, je passe à 180 BPM, ça sonne, et il y a tout le monde qui débarque en courant avec moi qui suis assis sur la chaise en train de me chier. Tu dois chier à ce moment-là. Et donc moi, à chaque fois, je fais « Non, vous inquiétez pas, je suis juste aux toilettes !» Et ça, c'est hyper régulier, du coup. Et ça, c'est très régulier. Ça se passe pendant toute la nuit. Et en fait... parce qu'au début, la femme, elle me dit, au tout début, quand j'arrive, elle dit bon voilà, vous allez devoir beaucoup aller à la selle et tout, mais vous me dites et tout, moi je vous amène, on a des bassines trouées comme ça, vous n'avez pas à vous lever, je vous mets la bassine, tu vois. Et en fait, ils te mettent une bassine en fer sous le truc. Je fais hors de question, moi je vais aller dans les toilettes normales, enfin les toilettes normales, c'est déjà une chaise trouée. Pas la force d'aller jusque là-bas. Bah en fait, au bout de la moitié de la nuit, j'ai fait ok, j'accepte la bassine parce que j'arrivais plus, j'ai fait tomber dans les pommes en me levant au bout d'un moment, tu vois, parce que tu te vides de ton sang. Et l'odeur, c'est toujours la même. Et l'odeur est. Et il n'y a pas un voisin en train de mourir qui a commenté? Non, ils étaient en train de mourir, donc. Non. Mais genre vraiment pendant la nuit, mais ça a été un calvaire. Ça c'était la première nuit. Donc lendemain, ma mère arrive en train à je sais pas 10h du mat, mais moi j'avais la coloscopie le matin. Mon père m'avait dit t'inquiète, la coloscopie, en tout cas c'est comme ça qu'ils font à Narbonne. Mon père il travaille à Narbonne. Il dit on va t'anesthésier, donc t'inquiète, ça peut être comme parce que par la bouche ça a été un calvaire. Je voulais pas raconter parce que c'est dans mon sketch et j'en ai marre et j'arrive pas à raconter les trucs, mais c'était un calvaire. Mais là ça va être par le cul, mais ça va être anesthésié, donc normalement ça va. Et t'as l'anesthésiste qui arrive et qui me dit bon voilà pour la coloscopie du coup ce qui va se passer
c'est qu'on va vous faire, on va vous donner un petit calmant local. Et je dis, mais attendez, vous m'anesthésiez pas? Et il fait, ah, vous voulez qu'on vous anesthésie? Si, enfin, si vous voulez. Je dis, mais pourquoi vous ne l'avez pas proposé du coup au début? Il fait, bah, parce que c'est plus risqué en fait. Vous avez jamais été anesthésié, donc si vous faites une réaction allergique, vous pouvez mourir. Mais après, c'est comme vous voulez. Mais c'est comme je veux quoi en fait, genre. Qu'est-ce que tu me laisses comme choix? Soit je meurs, soit j'ai un tuyau dans le cul et j'ai mal, quoi. Enfin, c'est quoi ces deux propositions éclatées au sol? Elle me laisse pas ce choix-là. Mais tu sais, mais moi je suis. Et tes médecins choisis pour moi. Mais oui, c'est le médecin, tu sais. Il fait non, mais après c'est comme vous voulez. Si vous voulez, on vous anesthésie. Mais après vous pouvez mourir. Et je dis si je suis pas anesthésié, je vais sentir le tuyau. Ouais, je pense que vous allez un peu le sentir, ouais. Bon alors, dépêchez-vous, monsieur. Une petite sodomie ou la mort? C'est ça. C'est ça. Et moi, tu sais, j'ai du mal à choisir la bouffe. Tu sais, tu fais ça sur Deliveroo où je passe un quart d'heure pizza, quel ou machin. Netflix le film. Netflix le film. Et là, on me demande à choisir entre une sodomie ou la mort, tu vois. Bref, et je lui dis non, mais écoutez, là, vous me faites stresser, mais vous pouvez pas mettre juste un dosage où on n'a pas besoin de m'intuber parce que c'est ça qu'il faut normalement. En fait, on essaye de t'endormir, mais tu sais, au bon endroit pour pas que tes poumons s'arrêtent, que t'aies pas besoin d'intuber. Bref, et il me fait si, on peut essayer de faire ça et tout. Ok, on genre peut... tu proposes une troisième solution, toi? Ouais, enfin je propose la solution que mon père faisait dans son... Enfin, que eux ils font quand ils font des coloscopies, tu vois. Il me fait si, on peut essayer de faire ça et tout. Nous on restera à côté comme ça, et puis s'il faut vous intuber, on vous intubera au dernier moment. Mais bon, ça c'est normal, tu vois. Bref, mieux vaut qu'il soit là, hein. Si t'as besoin d'être intubé, t'as besoin d'être intubé. Tu vas pas le faire tout seul. Et il fait, mais par contre, voilà, si on veut... Il dit non, mais autrement j'ai une idée. J'ai une idée, genre un truc qui vient d'avoir... Il dit mais non, j'ai une idée parce qu'on a une infirmière là qui a fait un stage en hypnose là pendant 2 mois. Mais non. Donc on va peut-être pouvoir essayer de faire ça. Comme ça évite de faire l'anesthésie. Et je fais allons-y. Ok, si vous voulez. Testons. Moi je suis vraiment un con rationnel. Je suis vraiment très sceptique sur tout et tout. Et il me dit mais vous inquiétez pas, on sera prêt à côté avec le produit anesthésiant. Oui, si ça fonctionne pas. Si ça fonctionne pas, on vous casse quoi. T'avais jamais été hypnotisé, donc tu savais pas du tout si t'étais réceptif facilement ou pas. Et moi j'y crois pas. Enfin, je crois à l'hypnose en soi, mais oui, je suis médical, c'est prouvé, mais je suis tellement à réfléchir, à me dire, à analyser les trucs. Je suis pareil, ça marche pas du coup. Et du coup là, je me dis, il faut que ça marche. Et donc t'es là que ça. Et là, c'est vraiment, il faut que ça marche d'un point de vue tellement fort, tu vois. C'est pas genre il faut que ça marche parce que c'est rigolo de demander rien. C'est il faut que ça marche pour pas sentir un tuyau dans mon cul, tu vois. Hypnotisez-moi. Donc l'infirmière elle dit, ok, fermez les yeux. Je ferme les yeux. Je fais, ok, écoute ce que ça voit. Il faut y croire. Mais sauf que plus je pense à ça, moi je l'écoute. Non, t'écoutes que toi après. Vas-y, écoute-la. Elle me dit, ok, là vous vous sentez fatigué. Voilà, vous commencez à vous lâcher, vous commencez à lâcher prise et tout, les paupières sont lourdes. Elle dit, ok, je crois qu'il est en train de partir. Et puis là, il me retourne et je fais, non, je suis pas parti. Mettez le produit. Et là, ils m'ont défoncé. Et là, c'était super. Et là, ils m'ont défoncé. J'ai des petits souvenirs de ça. J'ai des petits flashs où je vois l'intérieur de mon trou de balle carchérisé avec et moi qui est là qui fait waouh c'est fou et tout. Je parlais avec la médecin et tout, j'étais éclaté. Donc ils t'ont mis quoi? Ils m'ont ils m'ont anesthésié quoi. Non avec un produit le vrai. Ouais, mais ils l'ont dosé pour pas que tu vois, pour pas que je suis cassé complètement. C'est juste j'étais un peu et je me souviens de rien. Enfin je me souviens de ces petits moments quoi. Quand je me réveille, il y a ma mère qui est là, mais je me souviens plus trop non plus. Apparemment, j'étais complètement défoncé. Avant, c'était un sketch. Enfin bon, tu vois, ces trucs-là, des gens qui sont défoncés. Là, j'ai fait des sketchs pendant 3 heures. Et puis, je me souviens que quand ils m'ont remonté dans la chambre. Et moi, j'étais de très bonne humeur parce qu'ils avaient rien trouvé dans le côlon. Ils avaient rien trouvé dans. Donc, ils disaient, bon, bah, en fait, donc il faut peut-être s'arrêter de saigner. C'est bon, on va le re-remplir. Et là, ils commencent à me passer des poches de sang, tu vois. Donc, ils me prennent mes constantes, ils regardent tout et tout pour passer la poche de sang. Et puis, ils viennent vérifier. Et puis, ils disent, voilà. En fait, on est obligé de venir vérifier parce qu'en fait, la première poche de sang, il n'y a pas de problème. Mais à partir de la deuxième poche de sang, vous pouvez faire une réaction allergique et mourir. Et ils m'ont passé en tout 7 poches de sang pendant mon hospitalisation. Et donc, à chaque fois, tu fais cross fingers. T'essaies de pas faire. Et c'est que ça, en fait. L'hôpital, c'est parce que ça peut passer les 5 premières et la 6e. Ouais, à chaque fois, tu peux faire une réaction allergique. Et puis, en fait, c'est ton corps qui repulse parce qu'il sait que c'est un corps étranger. Tu vois, c'est pas ton sang. Et donc, ils disent la première, ça va. Les suivantes, et c'est pas le sang de la même personne à chaque fois? Non, on sait pas c'est qui. À chaque poche, c'est une nouvelle, c'est pour ça. À chaque fois, c'est des nouvelles personnes. Il y a 7 personnes qui m'ont donné de leur sang. C'est beaucoup. J'ai plein de gens, moi, maintenant. Bref, il commence à me remplir de sang, mais il faut pas faire ça en fait quand tu fais une hémorragie. Enfin, c'est pas ouf parce que du coup, tu saignes encore plus. Parce qu'en fait, je saignais moins en ayant moins de sang, mais maintenant que j'avais à nouveau du sang, je commence à pisser le sang. Non.
Et là, j'étais vraiment pas bien, mais je rigolais. J'avais tous mes potes qui étaient là, qui me faisaient des blagues. J'avais ma mère et tout me faisait là. Moi, j'étais vert. Il y a des photos de moi, j'étais vert, vraiment couleur, quoi. Vraiment, j'étais blanc-vert. Et il me faisait rigoler. Je faisais ah, arrêtez, s'il vous plaît, me faites pas rire et tout. Je pouvais pas rire, j'étais éclaté. Mais en même temps, j'étais de très bonne humeur parce que je croyais que c'était fini. Il m'amène faire le scanner en bas. Il me remonte. Là, j'ai mes potes qui partent. Il restait ma meuf et ma mère et mon frère. En fait, tout ce qui s'est passé au milieu de ça, pendant toutes ces aventures, au milieu, il y a. Quand j'ai pas le truc dans l'estomac, mon père, il me dit c'est un diverticule de Meckel, qui est une maladie assez rare. C'est pas très rare, mais si, c'est une maladie assez rare. Et en gros, quand t'as moins de 30 ans que tu fais cette hémorragie massive, si c'est pas un ulcère de l'estomac, si en plus t'as rien dans le côlon, c'est un diverticule de Meckel jusqu'à preuve du contraire. C'est le diagnostic que tu dois faire. Ok. Sauf que le médecin, qui est le chef de service de Saint-Louis, qui me prend en charge parce que je pense mon père est gastro, et donc du coup il y a un peu tout ce truc-là en disant genre ok, il faut bien s'occuper de lui parce que son père est médecin machin. Et lui il fait un diagnostic complètement différent et qui est très très compliqué et un peu basé sur le fait parce que moi j'ai tout dit et puis j'avais pris de la drogue notamment. Attends, est-ce que ce médecin était au courant du diagnostic de ton père? Ouais, bien sûr. En fait un jour Et il dit non, moi je suis pas d'accord avec ça. Ok. ouais. En fait, j'étais au téléphone avec mon père dans la chambre. T'as le chef de service qui rentre et je lui fais ah bah attends, il y a le chef de service qui rentre et tout. Et mon père il me disait encore au téléphone c'est un diverticule de Meckel. Et puis lui il me dit c'est blablabli blablablou. Je sais plus ce que c'est, s'il m'a Ok. dit comme machin. Et je dis à mon père il fait non mais attends, non, c'est pas passe-moi le médecin. Et donc il prend le médecin. Le médecin il fait oui allô monsieur le Briquier, oui bonjour. Oui. Oui, je comprends. Non, mais moi, je pense vraiment que c'est. Attendez, je peux dire à votre père La que drogue. vous avez pris de la drogue? Et moi, je lui dis, bah oui, enfin, moi, je vais mourir, donc je m'en bats les couilles, tu vois. Allez, Qu'il va. sache, Qu'il défonce. dites-lui ce que vous voulez, hein, je m'en fous. Il fait, oui, en fait, votre fils a pris de la drogue, machin et tout. Et donc, mon père, forcément, ça lui cloue le bec, tu vois. Bah ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'il réponde à ça? Il se sent comme un con, c'est Et donc, il me repasse le téléphone, et mon père, il fait, bon, écoute ce que dit le médecin, voilà, c'est lui qui sait, je peux pas, moi, prendre ces décisions-là et tout, parce que, voilà, tu vois, enfin, il y a un truc qui est pas objectif en tant que père, machin. Ok. Et donc, il part sur son diagnostic qui était complètement faux et qui a fait perdre énormément de temps. Ah. Ils reviennent du scanner. Donc, ils reviennent du scanner, là, on est du coup samedi. Il n'y a plus que ma mère, ma meuf et mon frère. Et ils disent, bon, écoutez, là, vous étiez en train de saigner énormément sur le scanner. Donc, on a pu voir, parce qu'en fait, on m'avait déjà fait des scanners, mais le principe de ce que j'avais, c'est que ça saigne énormément, puis après, ça coagule, donc ça arrête de saigner jusqu'à que ça repète. Et donc, si on fait pas le scanner au moment où ça Pile poil saigne, au moment où il y a la crise, c'est mort. on Ok. voit pas où ça saigne. Et là, Sauf- ils ont vu. Et là, ils ont vu, ça pissait le sang au moment où ils ont pris, donc c'était nickel, tu vois. Et, C'était nickel. c'était nickel. On est ravis. mais sauf qu'ils me disent, du coup, c'est le truc qu'on pensait devoir faire, c'est-à-dire qu'on va devoir vous envoyer à l'hôpital l'hôpital Pompidou pour vous faire une opération qu'il n'y a que eux qui savent faire et tout. Et donc, du coup, ça commence à Non. devenir. Enfin, ça commence. Donc là, on opère, là. C'était déjà compliqué, mais là, on commence à passer sur des trucs tellement particuliers qu'il faut m'amener en SAMU à l'autre hôpital, machin, Oh et tout, en là disant, là. bon, écoutez, on va voir, on va essayer de le faire, on va voir si on peut attendre un petit peu, mais si on peut pas attendre, on va envoyer le SAMU ce soir pour que ça parte très vite, machin. Là, moi, je commence un peu à stresser. Je me souviens que je commence un peu à avoir le cœur qui va très vite. Le médecin qui me prend le pouls, elle dit ok, bon là, vous saignez beaucoup quand même. Et je dis non, mais après, je suis très stressé et tout. Elle dit non, non, mais là, c'est pas le stress, vous tachycardez, c'est vraiment l'hémorragie. Elle sort, ma mère, avec le médecin, elle commence à parler. Moi, je suis plus qu'avec ma meuf dans la chambre. Et je dis putain, Po, là, vraiment, là, je me sens vraiment pas bien et tout. Elle me dit, tu veux que j'aille chercher le médecin? Je fais ouais, ouais. Et là, je perds connaissance. Ça, je l'ai pas vécu, mais ma mère m'a raconté qu'elle rentre dans la chambre, elle soulève les draps et en fait, je baignais dans mon sang, tu vois. Non. J'étais en train de baigner, j'étais en train de baigner totalement dans mon sang. T'as les médecins qui arrivent, les infirmiers et tout, qui commencent à. Et en fait, là, j'étais en train de faire ce qu'on appelle un choc hémorragique, c'est-à-dire que j'avais perdu beaucoup de sang, donc je fais un choc, quoi. J'ai un peu le souvenir des médecins qui parlent. Là, j'étais à un peu moins de 5 d'hémoglobine, je crois, ils m'ont dit après. Oh là là. Je sais pas si c'est pas beaucoup, hein, j'ai fait un choc. Mais bon. J'ai quand même survécu. Mais j'ai eu ce moment-là de me sentir mourir. J'ai vraiment eu ce truc-là qu'on raconte dans les films. Et c'était une sensation qui était vraiment très bizarre parce T'as que l'impression que t'es détaché de ton corps, un truc comme ça? c'est d'un coup, j'ai été très 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 bien. Il y a un moment où j'ai d'un coup été vraiment, mais comme si j'étais défoncé, quoi. J'étais très bien, très zen, et je me suis dit, ok, je vais mourir. Et c'est très bizarre parce que c'est quelque chose que j'arrive plus à ressentir aujourd'hui. Et quand je l'ai vécu sur le moment, je me suis dit, putain, en fait, on se rend pas du tout compte qu'on peut mourir.
Et même aujourd'hui, je me rends plus compte que je peux mourir. Mais sur le moment, c'était tellement... C'était limpide. C'était Tu limpide. voyais comment ça pouvait se passer. C'était tellement concret, c'était vraiment palpable. C'était une réalité que demain, j'étais mort. Il y avait toute cette réalité-là qui était là. Ok, je suis mort. Et je l'acceptais et je disais, ok, putain, c'est juste chiant parce qu'il y a ma mère et il y a ma meuf. Putain, pour elle, ça va être dur. Et mon frère aussi, c'est vrai que je me le suis pas dit. Mais je me rappelle, je m'étais dit ma mère et... Peut-être je m'étais dit Hugo, Mais de manière hyper apaisée, quoi. ouais, T'étais un en truc train de comme ça, réfléchir putain, à les tout ça. pauvres, ça va être chiant et tout. Et eux, autour, ils étaient en train de s'agiter. Il y avait un peu un bruit de fond par-dessus ça qui prenait beaucoup de place. Et en fond, tu avais le bruit des infirmiers, des médecins. Ils me bougeaient dans tous les sens. Ils essayaient de me perfuser du sang. Je baignais dans mon sang, tu vois. Ils m'amènent, du coup, là, ils m'amènent en réanimation. Ils partent en courant, là, pareil, qu'on avait filé en courant avec le lit. Je me souviens d'avoir entendu On est avec toi, Nico. Et je savais pas qui c'était, mais ça m'avait vraiment fait mal sur le moment où je l'ai entendu. En fait, c'était ma mère qui m'a dit elle avait dit ça. Parce que ma mère, pendant ce temps-là, elle appelait mon père en disant on est en train de le perdre, on est en train de le perdre. Ah oui, Enfin, donc c'était... elle pensait aussi oui, de la c'était- même manière que tu allais y passer. Et il voulait t'emmener à Pompidou ou pas du tout, là, du coup? Ouais, bah du coup, ils ont dit ok, on doit faire ça en urgence, tout doit être fait en urgence. Mais d'abord, ils m'amènent en réa. Là, ils commencent à me remplir un peu. Pas tout de suite avec du sang. D'abord, ils te mettent je sais plus comment on appelle ça, ce liquide. C'est un liquide avec des minéraux et tout. Qu'on peut utiliser parce qu'en fait ce qui compte c'est que ça circule surtout, c'est pas très Ok, donc il fallait un liquide pour voilà, relancer le truc. c'est surtout que ça circule quoi. Mon père il m'a raconté une petite anecdote que quand il y a un jour il travaillait sur un mec qui faisait une hémorragie interne et ils avaient plus de poche de sang et à force de le remplir au bout d'un moment les prises de sang c'était rose pâle parce c'était quasiment que du liquide et ce mec là apparemment a survécu. Oh my god. Mais donc du coup ce qui compte c'est qu'il y ait du liquide pour faire tourner la machine quoi. Et à partir du moment où ils mettent du liquide là je suis plus du tout apaisé et là je dis je veux pas mourir tu vois parce que j'ai plus du tout ce truc là de décharge que donne la mort et j'arrêtais pas de dire dès que j'ai commencé à pouvoir parler je commençais à leur dire mettez-moi du sang s'il vous plaît. J'arrêtais pas de dire ça. Je disais donnez-moi du sang s'il vous plaît, mettez-moi du sang et je pleurais, je disais donnez-moi du sang s'il vous plaît, donnez-moi du sang. Ça fait trop de peine, c'est c'était horrible. Et j'arrive en réa et là t'as deux infirmiers qui s'occupent de moi. Et en fait, eux, ils parlent. Moi, je pouvais pas encore parler à ce moment-là. C'était un tout petit peu avant que je puisse reparler. Et donc, je peux pas bouger. Et je les entends. Ils disent ah, mais attends, pourquoi t'es pas venu, toi, à la soirée samedi soir et tout? Putain, on s'est éclaté, mec, et tout. Et toi, t'es en train de vivre ta mort, tu vois. Ils parlent de leur dernière Et histoire. oui, ils sont en train de parler de leur soirée de samedi. Et c'est d'une violence. Mais c'est inimaginable. Alors que, en effet, eux, c'est leur boulot. Hein. Eux, ils sont comme quelqu'un qui travaille. Et voilà, j'existe pas, tu vois. Mais moi, c'est normal que tu sois conscient de tout. Ouais, bah j'entendais les trucs et je me rappelle que je disais putain mais c'est pas possible quoi. Respectez-moi. Ouais, c'est très très violent parce qu'en fait tu te rends compte que tu n'es rien, tu vois. T'es rien. Tu meurs, c'est rien, ça fait rien. Eux ils vont, enfin je sais pas, c'est un truc bizarre, classique à dire, mais vraiment c'est tellement fou quoi. Toi tu te dis, toi tu vis ta vie quoi. Enfin tu peux pas plus vivre ta vie, c'est ta vie tu vois qui se joue là bordel. Bref, et donc il y a un peu ce truc-là où je veux du sang, et puis il y a une femme, c'était une infirmière, qui est pour moi ma sauveuse, même si c'est pas elle qui m'a appliqué les soins qui m'ont réparé, pour moi c'est elle qui a été la plus grande sauveuse de toute l'histoire, elle s'appelait Sabrina, et en fait elle est juste arrivée, à un moment elle m'a pris la main, et elle a dit mais t'inquiète pas, comment tu t'appelles? Et j'ai dit je m'appelle Nicolas, et je pleurais et tout, elle fait ok Nicolas t'inquiète pas, tu fais quoi dans la vie et tout, et je disais je veux pas mourir, je dis, mais t'inquiète pas tu vas pas mourir et tout, vas-y parle avec moi, tu fais quoi? Je fais du théâtre. Ah tu fais du théâtre, c'est super et tout. Et en fait elle m'a juste parlé, tu vois. Elle t'a stimulé, elle a échangé, t'a humanisé. Elle m'a humanisé de ouf et ça m'a fait tellement de bien. Et vraiment quand j'ai parlé d'elle pendant 2 mois je pleurais rien qu'en parlant d'elle, tu vois. Enfin c'était tellement important d'avoir ça parce que toi enfin tu peux pas plus paniquer que ça. Même si eux, ils étaient peut-être pas inquiets parce que voilà, ils avaient commencé à me remplir et puis je reprenais conscience et donc finalement, tu vois, j'allais pas mourir là. Donc peut-être qu'ils étaient. Mais toi, tu sais pas, ils te disent rien. Toi, t'es en train de mourir, tu peux pas plus avoir peur. Bah oui, on t'a dit c'est pas grave au début et t'en es arrivé là, donc. Ouais, depuis le début, on dit que c'est pas grave. C'est pas grave, là, ça commence à puer du cul quand même. Je sais pas, il y a un médecin qui dit bon, on va placer c'est pas le cathéter, je sais plus comment ça s'appelle. On va lui passer un drain ou je sais plus quoi. Et moi je fais ah ouais super. et là le médecin il fait ah c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui est content. Et je me dis ah c'est pas ce que je pense alors parce que moi je pensais tu sais qu'ils allaient juste me faire une perf et qu'ils allaient mettre du sang. Mais pas du tout, c'est pas ça qu'ils ont prévu. Et là il commence à sortir un champ opératoire, à me le mettre sur le côté de la gorge comme ça.
Et je fais, what the fuck, c'est quoi le. C'est parce que moi, je voulais une piqûre, tu vois, déjà, ça va. J'ai dit, ça va faire mal. Elle fait, ouais, j'avoue, ça va pas être très, très agréable et tout. Oh non. Là, il me faut une piqûre, dans le cou pour m'anesthésier. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'il t'ouvre ici et il te rentre un drain qui part, qui traverse toute l'artère, comme Comme ça. les trucs quand t'as des chimios, tout ça. Ah non, il te rend. Ah, ça traverse tout là. Ouais, ça passe par l'artère et ça va quasiment directement au cœur, quoi. En fait, c'est un grand drain comme ça qui Ah, passe. ok. Et donc, là, ça, je le sens pas trop. Je sens la piqûre. Après, je sens. Je sais pas comment dire, mais ça fait genre. Dans le cou, tu vois. Dieu. Toi, t'es comme ça, tu fais ça. Enfin, ça, enfin, je sais pas combien de temps parce que j'étais tombé à les pommes, mais. Genre, moi, j'ai failli mourir. Là, on commence à me sodomiser le cou maintenant. On te crée des trous maintenant pour pouvoir les pénétrer. Ah, c'était l'enfer. Et donc, ils me rendent ça. Et donc, ça, ils me placent un truc à 4 voies. C'est-à-dire qu'il y a 4 voies différentes. Ils peuvent me mettre en même temps du sang, en même temps des produits, en même temps des machins. Un port USB Oui, du j'ai coup. un port USB du coup, mais c'est énorme. Tu vois, c'est un Un truc. multiplug. C'est un truc comme ça. Et après, ils l'attachent en fait à ton cou Mais non. par un. Il le coud, tu vois, sur ton cou. Et ça, il le faut à vivre, ces petits bâtards. Non. Et là, moi, je suis là, elle me dit. Et j'ai dit, oh là, ça fait rien. Elle fait, oui, là, je vous avoue, là c'est le moment qui va être très désagréable. Oh non. Et là, tu sens l'aiguille qui rentre dans ton cou et tout. Elle te tire le truc alors que t'es. Enfin, bref. Oh. Donc là, ils me recouvrent le truc. Je suis genre, j'en peux plus. Là, ils font, ok, on va partir. Il y a le SAMU qui vient vous chercher. Vous partez à Pompidou. Mais vous allez voir, c'est une star qui vous amène. Et il s'avère que c'était Patrick Pellou. Patrick Pellou, donc c'est lui. Ah oui, oh, c'est vrai, je connais sa tête. Et Patrick Pellou, c'est celui qu'on prend tout le temps dès qu'il y a des problèmes sociaux, des luttes sociales chez les urgentistes et tout. C'est Pellou qui vient. C'est lui le porte. Et là, on dit, c'est une star qui va t'occuper. Puis il y a le mec qui arrive. Moi, je suis en train de crever, tu vois, je m'en bats les couilles en fait. Je m'en bats les couilles. Et ils me disent, et voilà, c'est Patrick Pellou. Il est très content, c'est Patrick Pellou. Je fais, ok, je sais pas qui c'est, je le connais pas, je m'en fous. Mais faites. Juste, sauvez-moi la vie, c'est tout ce que je vous demande. Et là, ils me mettent. Je suis comme ça, je peux plus bouger le cou parce qu'ils me tiennent le corps, ils me mettent dans un truc. Je suis perfusé, j'ai des plaquettes, j'ai des poches de sang, j'ai vraiment des trucs de partout qui pendent, machin. Ils me rentrent dans un SAMU, j'ai des couvertures sur moi, des machins. Et dans le SAMU, je me rappelle que je me suis dit ok, si tu survis, tu bois plus, tu fumes plus, tu fais plus tout ça. Voilà, on est en 2023, il y a tout qui a repris, c'est ça qui est fou. Hein. Non, mais ça qui est fou, c'est que. T'as vu tout, on oublie vite le Mais négatif. c'est qu'on oublie, c'est ce que je dis, Ouais. c'est qu'on oublie qu'on peut mourir. Ah, Ouais. Vraiment, ce truc-là, sur le moment. Le c'est ce cerveau que est je me bien disais. fait. Ouais. Heureusement qu'on oublie. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Non, c'est vrai. Ah, c'est vrai que cette sensation, il faudrait peut-être pas l'avoir. Parce que je pense. Ça peut créer des grosses crises d'angoisse quand même, j'imagine, si tu la gardais en toi tout le temps. Ouais, mais quand tu le vis, tu te dis, mais quel con, quoi. Parce qu'à ce moment-là, moi, je me disais que c'était Parce que sûrement là, parce que tu j'avais pris de pensais la que c'était drogue. à cause de ça à ce Ouais, je moment. me disais, c'était peut-être la drogue, c'était peut-être machin. Je me disais, mais quel con, mais quel débile, Tu t'es dit, quoi. si je prenais soin de ma santé, quoi qu'il, ça Ouais. aurait pu ne pas Là, j'ai dit, arriver. je vais mourir. Et là, je me disais encore que j'allais mourir. Dans le SAMU, je pensais encore que j'allais mourir. J'arrive à l'autre hôpital et où ils vont me faire, donc à Pompidou, ils doivent me faire cette opération. Dès que j'arrive, je leur fais écoutez, vous pouvez me donner des trucs là pour être défoncé parce que je suis stressé. L'avantage de l'hôpital, c'est qu'ils te défoncent dès que tu veux. Tu vois. Dès que tu leur demandes, ils font même avec Gratuit. plaisir. Et en plus, tout est en intraveineuse, donc t'as rien à attendre. C'est Il n'y a pas de tu délai. demandes, t'es défoncé. Donc là, ils me défoncent les gueules, ils m'amènent faire ce truc. Et ce qu'ils me font, c'est une embolisation par voie artérielle. C'est-à-dire qu'en gros, ils m'ont fait pareil que ce qu'ils m'ont fait dans le cou, mais là, ils me le font dans l'artère fémorale, là, dans la jambe. Ils me l'ouvrent et ils me foutent un tuyau. Ils envoient des produits de contraste. Moi, je suis dans un scanner comme ça. Ils m'envoient des produits de contraste. Ils regardent, en fait, comment ça se passe dans le truc. Ils essayent de trouver où ça fuit, tu vois, où je pisse le sang. Et en essayant. Putain, c'est les plombards des urgences, quoi. Ouais. Et là, ils balancent des toutes petites billes Non. pour essayer de boucher l'endroit où ça fuit, tu vois. Donc c'est un truc en fait qui est très très dangereux parce qu'on te balance des billes dans l'artère, donc si on te bouche l'artère, bah tu meurs en fait. Mais moi je ne sais pas du tout, tu vois, à ce Donc moment-là. c'est censé ne pas boucher l'artère, mais boucher le trou quand il y a un trou. Exact. Et ça en fait c'est pareil, hein, ça vient du fait de son diagnostic de malade mental, tu vois. Alors qu'en fait, un diverticule de Meckel, pour pas spoiler, c'est ce que j'avais en fait. Hein, Il y avait quoi à faire? Diverticule de Meckel, tu ouvres le ventre, tu coupes l'endroit où il y a le diverticule de Meckel, tu refermes le truc et c'est fini. Ça pouvait se finir en une journée, tu vois, enfin en 3 jours parce qu'il fallait cicatriser machin, mais ça aurait pu se finir très vite. C'était ça qu'il fallait faire. Ils me font ce truc-là, ils m'amènent en salle de réveil à Pompidou. Là, Pompidou, c'est un enfer parce que Pompidou, pour le coup, ils ont 0 place. Je reste pendant 3 jours en salle de réveil. Genre une salle de Non. réveil, c'est un endroit où tu es censé rester 20 minutes, une demi-heure, tu vois. Non. Là, pendant 3 jours, en début, je suis dans un. Donc ils me font cette opération-là où ils me balancent des petites billes. En plus, on apprend après qu'ils l'ont balancé un peu à l'aveugle. Parce que.
parce que je saignais plus à ce moment-là. Donc lui, il a fait « Ah, je vois des résidus, je pense que c'est là. » Donc hop, il en a envoyé. Il te balance des billes dans l'artère comme ça, bref. Toi, t'es un être humain, en fait. Hein. Moi, je suis vivant. J'ai l'impression de voir une partie de flashball, quoi. Ouais, là, c'est par ici, ouais, je sais pas. Mais en l'occurrence, je crois qu'il avait réussi à boucher. Mais enfin, on le saura jamais, puisqu'après, ils m'ont opéré. Mais donc, je me retrouve en salle de réveil. Là, moi, je me dis, je suis sauvé. Et je leur demande, est-ce que je peux appeler ma... non, il n'y a pas le droit au téléphone, normalement, dans la salle de réveil. Et je fais, s'il vous plaît, je peux juste appeler ma mère et tout. Tu vois, il était 1h du mat ou 2h du mat. C'était depuis 18h, 19h qu'il y avait ce truc-là. Ils me disent, oui, allez, tiens, je te donne mon téléphone. Il m'a laissé. Et puis là, moi, j'appelle ma mère, je pleure. Mais dès que j'ai au téléphone, je fais, maman, je suis vivant. Je suis vivant. Oh, et là, j'ai pleuré vraiment immédiatement. Et j'étais très, très heureux parce que j'étais en redescente de tous les produits qu'ils m'avaient donné de défonce. Mais en fait, j'étais sur un brancard. Donc, un truc très, très dur. J'étais du coup perforé au cou, perforé à la jambe. Je venais de passer ce truc en réa où j'avais fait une expérience de mort imminente et j'étais dans une salle de réveil où les gens se réveillent toutes les, je sais pas, 20 minutes. Tu vois, t'as des gens qui se réveillent d'opération tout le temps. On les descend, donc c'est allumé en permanence, jour et nuit, le truc. Oh non. T'es séparé que par des cloisons, pareil, sur roulette comme ça. Et c'est des réveils genre, Madame, réveillez-vous s'il vous plaît. Madame, oui, alors l'opération c'est mal passé, on a dû vous retirer l'estomac. Et ça, c'est ça, matin, midi et soir et nuit, tout le temps. Ça, c'était pas à chaque fois mal passé, j'espère, quand même. Non, c'est pas tout, mais il y a des péridurales qui sont faites à côté. Enfin, c'est une boucherie, tu vois. Toi, t'es au milieu de ça. Et déjà, t'es en train de... Parce que moi, à ce moment-là, on me dit, on pense qu'on a réussi à boucher, mais on n'est pas sûr. Donc, en même temps, ils continuent à vouloir me faire une coloscopie. Ils veulent m'en refaire une pour voir. Oh non. Parce qu'ils disent qu'ils n'avaient pas bien vu, donc ils me font boire du produit de contraste. Là, j'ai bu 9 litres de produit de contraste. Donc je bois produit de contraste, produit de préparation à la coloscopie, quoi, du tu laxatif. Tu m'étonnes que depuis, tu as eu envie de reboire de l'alcool. Oublié. Donc 9 litres de laxatif. Je bois le laxatif. Donc là, je peux plus du tout bouger de mon lit. Donc du coup, ils me mettent la petite bassine en métal sous le cul. Il y a les gens qui se réveillent en permanence autour de moi. Je suis sur un brancard. Et là, c'est ça pendant 1 jour et demi le brancard. Après, ils me mettent un lit. Et après 1 jour et demi, pareil, mais dans le lit. Au bout d'1 jour, les infirmiers, ils veulent plus s'occuper de moi parce que les infirmiers, en fait, ils n'ont pas à s'occuper d'un patient permanent. Eux, ils doivent s'occuper des gens qui se réveillent. Donc, c'était genre, s'il vous plaît, et tu vas demander, s'il vous plaît, il faut que j'aille à la selle. Donc, ils doivent t'amener la bassine. Mais des fois, ils font, oui, 2 secondes. Hop, ils te mettent la bassine. Oh là là. Là, tu chies dans la bassine et t'as fini. Et donc, tu fais, s'il vous plaît. Prenez mon caca. J'ai fini. Et là, ils font, oui, en fait, on a d'autres choses à faire, en fait. Et des fois, je restais 25-30 minutes avec mon cul dans la merde. Mais vraiment, hein, mais c'est un délire. T'as plus, en fait, là, il n'y a plus de dignité, il n'y a plus rien. Là, t'as plus rien. Vraiment, t'es à poil toute la journée. C'est quelqu'un qui vient te nettoyer le matin. Mais t'as expérimenté ce qu'on va malheureusement peut-être vivre un jour si on vit vieux. Ouais. Et je souhaite pas vieillir. Non. je l'ai vécu pendant 3 jours, mais c'était un... Et donc, quelqu'un qui vient te nettoyer le matin, qui t'es à Walp, quoi. Et on te nettoie à l'eau un peu tiède, mais c'est un peu froid, juste avec un gant. On te lave sous les bras, sous les machins. Toi, t'es comme une merde, comme ça. Ah oui, t'as jamais pu te prendre une douche normale pendant 3 semaines, là. J'ai pas mangé pendant toute l'hospitalisation. J'avais perdu 8 kilos à la fin. Je faisais que boire du produit de laxatif, là. On me lavait, je bougeais pas. Bref, c'était un calvaire. Il y a un moment que j'ai trouvé assez intéressant, c'est qu'en fait, je commençais à avoir beaucoup de colère. D'être déshumanisé, comme ça, t'es complètement déshumanisé, et d'attendre avec mon cul dans la merde, tu vois. Au bout d'un moment, je faisais exprès de chier limite sur les draps. Non, mais en fait, pas vrai. Mais si, parce qu'en fait, tu vois, je comprenais, tu sais, quand on voit des SDF qui chient dessus, ils en ont rien à branler, mais en fait, t'en as rien à foutre, en fait. Et moi, je l'ai vécu pendant 3 jours, ces gens-là qui vivent vraiment ce truc. Mais pendant 3 jours, tout le monde te traite comme de la merde, mais tu fais, mais je vous emmerde, en fait. Et j'étais là. Et je peux faire pire. Non, mais ouais, mais en fait, je m'en foutais. Je disais, écoutez quoi. Et du coup, je mettais ma merde dans les draps, je m'en foutais. Je disais, allez vous faire enculer, bande de bâtards. Mais vraiment, t'as une colère d'être plus humain. Tu voulais que je sois plus un humain, je suis plus un humain, en fait. Mais c'est fou. C'est dingue ce que ça peut révéler. Non, et jamais de la vie tu te serais imaginé faire ça. Jamais. Je te dis, 2 semaines avant, j'avais peur de péter devant mes colocs. Et là, je me retrouve à jeter du caca sur les infirmiers presque. Non, mais c'est fou. Attends, ça veut tellement dire de choses sur l'être humain. Mais ouais, mais c'est vrai. Mais en fait, c'est ça. C'est qu'à à partir du moment où tu déshumanises les gens, ils sont plus capables humains. du pire. Quand tu vois des mecs qui sont défoncés, qui sont là dans le métro, j'en ai vu plein de fois des mecs le cul à l'air avec du caca et puis tout le monde passe à côté en faisant genre, mais qu'est-ce qu'il en a à branler, je vous emmerde en fait, je vous emmerde.
tout le monde le méprise et lui chie dessus, bah voilà, il chie sur les gens aussi, il s'en fout. Et en fait, ce qui compte, c'est ce qu'on se chie sur nous. En fait, moi, je me suis chié dessus, finalement, j'ai chié sur personne d'autre que sur moi. C'est ça qui est très triste. Finalement, l'arroseur arrosé. L'arroseur arrosé. Attends, tu sors de là et à quel moment tu sais ce que t'as, putain? Bah là, pas encore, parce que là, en fait, ils me gardent dans ce truc-là de surveillance parce qu'ils se disent, ah ok, si ça se trouve, les petites billes, ça, ils me l'ont pas dit, c'est bâtard. Si ça se trouve, les petites billes, ça a bouché Une artère. les intestins. Parce que comme ils ont balancé dans les intestins, ils font et là, si c'est occlusion intestinale. Enfin, tu vois, c'est dire les intestins meurent. Je sais pas si une occlusion, c'est quand tu es bouché de caca, mais je veux dire, t'as tes intestins qui meurent, et donc du coup, tu meurs. Il n'y a pas de remède aux intestins qui meurent, tu vois. C'est fini. Et ça, ils me surveillent juste pour vérifier ce qui va mourir, tu vois, un petit peu. Et au bout d'un moment, ils font, ok, c'est bon, on a trouvé un lit en gastro, on va pouvoir vous monter en gastro, machin. Là, ça prend. Moi, vraiment, j'en peux plus. Hein. Moi, je te dis, hein, je suis à un moment où je suis en train de chier sur les draps. Là, avec, on en est à 2 semaines. Non, pas encore. Non, là, on est à. On est qu'à une semaine. Là, on est lundi. Ça fait même pas une semaine. Là. Ça paraît déjà abominable seulement une semaine. Je suis rentré après. le jeudi. Là, on est mardi. Là. Ok. Et après, je vais. Après, en fait, après, ça a pris longtemps. Mais après, c'était plus tranquille parce que c'est juste qu'ils attendaient de voir que je mourrais pas des intestins, mais il y avait rien de spécial, je mangeais pas, j'attendais quoi. Donc ils disent ok, on a trouvé un lit, moi je suis à cet endroit-là où je suis en train de vriller psychologiquement, parce qu'en plus tu dors pas la nuit, t'as les gens qui crient, tu sais, toute la nuit, donc moi je mettais mes écouteurs et j'écoutais France Info à fond, tu vois, genre à fond, en disant non, c'est bon. Et une infirmière, mais il se passait des trucs, ma fille. Une infirmière qui me dit, les infirmières elles en avaient marre, tu sais, justement de s'occuper de moi et tout. Et à un moment, elle a fait oui, tenez, elle me donne un médicament. Et en fait, elle me disait qu'elle me donnait un médicament pour la tête. En fait, elle m'a donné du Xanax ou un truc comme ça. Enfin, elle m'a donné un truc pour m'endormir, tu vois. Ah, donc à l'hôpital. ton insu, elle te Ouais, donne parce que les médecins, ils ont le droit, dans ces trucs-là, de soins intensifs, de réa et tout, ils ont le droit de. Sans demander aux patients de donner un anxiolytique, un truc comme ça. De donner des trucs, voilà. Et du coup, elle m'a cassé. Sauf qu'en fait, moi, j'étais censé faire ce traitement-là. J'étais censé boire le Colopeg, plein de trucs. Donc, j'ai pas pu boire le Colopeg parce qu'elle m'a. Enfin, bref, il y avait plein de trucs comme ça, mais délire. Et donc, le dernier jour, je suis censé partir. Ils me font, ok, il y a le lit. Mais là, on a tout la folie administrative qui m'a déjà amené dans cet endroit-là, administratif de l'hôpital, où le lit, il est au 3e étage. On est au 1er étage. Donc, il y a 2 étages qui nous séparent. Et enfin, la chambre, elle est là-haut. Eux, en gastro, ils veulent pas descendre leur lit. Parce qu'ils disent si on descend notre lit, en fait, vous allez nous le faire voler. Ouais, on va nous garder notre lit. Mais non. Eux en bas, ils disent ah ouais, mais nous on monte pas notre lit parce qu'en fait, vous allez nous le garder. Donc il faut trouver quelqu'un qui me fasse traverser 2 étages. Ça a pris la journée entière. Avec il faut quelqu'un d'habilité parce que vous êtes j'étais perfusé, j'étais en truc intensif et tout. Et moi j'étais là, je disais mais les gars, moi je me lève en fait, je me lève et je marche là où j'y vais à cette chambre. Je n'en peux plus d'être ici à me chier dessus, tu vois. Et ils disent non, ça c'est pas possible, machin et tout. Finalement, il y a le lit qui arrive. Le lit, c'est un lit de transport, juste, c'est pas mon lit, un lit pour transporter d'un lit à l'autre, qui est posé là devant moi. Il est là, hein. Je peux le toucher. J'ai attendu 2h30 avec le lit là, en disant genre non, il faut avoir quelqu'un qui soit habilité à vous porter de votre lit à ce lit-là. Et le lit, il était à 10 cm de moi pendant 2h30. Tu t'avais pas le droit d'y aller seul. Je pouvais rien faire, je devais attendre. T'aurais réussi? Ouais, je pensais que j'aurais réussi, mais le fait est, 2 jours après, j'ai essayé de me lever, je me rends compte que finalement, j'étais pas capable de me lever en fait, je savais pas à ce moment-là. Mais et donc du coup, il y a ce lit-là, et là ils font ok, c'est bon, on a trouvé quelqu'un, vous allez partir. Dernier truc, on doit juste vous enlever ton trou dans la jambe là. Le premier dans la jambe. Celui dans le cou, ils me l'ont pas enlevé parce qu'ils gardaient au cas où, mais ils devaient m'enlever celui dans l'artère fémorale. On doit juste. Ouais, on doit juste. Et qui s'occupait de moi, t'avais Vincent, qui était un super infirmier, vraiment, qui connaissait le service de ouf. Et il était accompagné d'un stagiaire qui s'appelait Clément. Oh non. Et le stagiaire, lui, il était éclaté au sol. Et je le savais depuis le début parce qu'en fait, moi, j'étais là depuis un jour et il demandait par exemple ah, mais attends, Vincent, elles sont où les compresses? Moi, je savais que les compresses étaient dans le tiroir là, alors que ça faisait un jour que j'étais là. Lui, il ne savait pas où étaient les compresses. Tu vois. Je fais, ouais, lui, il est vraiment nul. Et donc, on a juste m'enlevé ce truc-là. Et là, Vincent, il fait, bon, bah, Clément, c'est toi qui vas le faire? Moi, j'ai fait, non. C'est toi, Vincent? Mais si, c'est bon, ouais, c'est facile, Clément, tu le fais et tout. Bon, je dois y aller. Et il part carrément. Même pas, il reste avec Clément, il me laisse seul avec Clément. Non. Et tu vois, c'est genre enlever quand même un tuyau d'une artère et après il faut appuyer dessus pour pas que ça pisse le sang parce que c'est une artère, tu vois. C'est horrible. Et là, moi, je fais putain, fais chier, jusqu'au bout, ils vont m'enculer. Jusqu'au bout, ils veulent me baiser la gueule, ces enfoirés, quoi.
Donc j'ai la jambe tendue comme ça, et puis je regarde pas, je fais, vas-y, je ferme les yeux et tout. Et puis il me dit, c'est bon. Je sais pas si c'est bon, vas-y, si c'est bon, c'est toi qui te débrouilles, tu fais, tu vois. C'est ton métier. Et je fais, t'es sûr? Il me fait, oui, c'est bon, je l'ai fait aux urgences plein de fois, je sais faire, tu vois. Et il était un peu dans un. Il avait 21 ans, 22 ans, c'était un étudiant. Il avait vraiment peur de mal faire et tout. Enfin, ils ont pas le droit de le laisser seul avec personne qui regarde. Bah écoute, si, apparemment, puisqu'il Oh fait. non. Et donc là, il l'enlève, il appuie dessus comme un âne, tu vois. Et puis là, je me retourne, et là, je vois ma jambe qui commence à faire. Une grosse boule qui commence à gonfler. Non. Parce qu'en fait, du coup, il appuyait tellement qu'il empêchait de. Soit il empêchait de passer, enfin, il y avait rien qui. En gros, ça se gonflait de sang, quoi. J'avais ma jambe qui se gonflait de sang. Et moi, je lui fais, Clément, c'est normal ça? Et regarde, il fait, oula, non. Oh non. Ah, je sais pas. Non, je fais bon, Vincent, et je commence à crier Vincent dans toute la salle de réveil. Et lui il me fait ta gueule, ferme ta gueule, je te jure, il me dit ça. Mais non. Mais c'est ce qu'il a trop peur de se faire engueuler par le truc. Il me dit ferme ta gueule. Je fais mais attends gros, c'est ma jambe en fait. J'en ai rien à foutre de tes putains d'orgueil de merde. Mais le mec il est là, mais on marche sur la tête. Tu vois de quoi il me parle? Lui il me parle de son petit stage, il veut pas se faire gronder. Moi on parle de ma jambe qui va mourir. On va me couper la jambe parce que tu veux pas te faire gronder, enculé de ta race. Il me fait bon, ok, vas-y, tiens-le. Et là, il me fait tenir moi. Et là, il me met mes mains sur le truc et je me retrouve seul en train de tenir mon artère qui fuit, tu vois. Et je fais genre putain, mais si je lâche mes mains, je meurs. Et puis je suis là, je fais oh non. Et puis il part chercher Vincent. Là, t'as Vincent qui revient avec l'autre qui fait bon, bah qu'est-ce qui se passe et tout. Et puis là, il voit ma jambe qui a triplé de volume. Il fait ouais, ok, je vais chercher le médecin. Je fais mais c'est pas possible et tout. Le médecin qui revient et tout, qui regarde, qui fait genre oh putain, ouais, là c'est. Ouais. Là, ça va être un sacré hématome, là. Hein. Et en fait, du coup, j'ai eu après un bleu, mais c'est même plus un bleu, je sais même pas si ça partait de en bas du genou et ça remontait jusqu'au nombril. Et là, j'étais jaune-bleu, tu sais, comme un énorme bleu, quoi. Putain. Et ça m'avait éclaté tout là. Mais bon, c'est fini, je vais dans la chambre. Il a dû culpabiliser l'autre, là. Oh non, pas du tout, ils sont bas les couilles. Ils sont mais t'existes pas, je sais pas, t'es d'utilité publique à un endroit, tu vois. Non, t'es d'utilité, mais ce qui est normal, parce que les gens, ils doivent se former, tu vois, les jeunes de la famille doivent se former et tout. Mais à un moment, t'en peux plus. Après, parce que du coup, là, on arrive aux 2 dernières semaines où là, j'arrive en gastro, et en fait, on a le chirurgien il fait, ouais, voilà, on pense que c'est un diverticule de Meckel. Je fais, what the fuck? Sans blague, connard. Non. Et il dit, ouais, en fait, moi, on m'a appelé samedi soir quand vous êtes arrivé, et on m'a dit, ouais, est-ce que vous pouvez l'opérer parce qu'on pense que c'est un diverticule de Meckel, mais moi, ça m'est déjà arrivé de voir ce truc-là. Et en fait, il faut jamais opérer après avoir fait cette embolisation, parce que si on t'opère, qu'on te coupe l'intestin, après, si c'est pas bien vascularisé à cause des petites billes, bah, tu peux pas fermer. Donc il a dit, moi j'ai dit qu'on vous opérait pas, donc là on va attendre une semaine que ça soit bien vascularisé, et après à ce moment-là on fera l'opération pour machin et tout. En vrai, il était super donc chirurgien. Tu devais être quand même rassuré parce que lui il avait un discours, tout devenait un peu plus cohérent. Ouais, et rassurant. C'était rassurant, mais en même temps, tu avais cette question-là, moi, qui m'a angoissé, de la vascularisation de mon intestin, où je me suis dit, en fait, ils se rendent compte qu'une fois qu'ils ouvrent, tu vois. Enfin, en vrai, ils ont pas ouvert, ils m'ont fait une cellio, donc ils m'ont gonflé le ventre, mais c'est qu'une fois qu'ils sont à l'intérieur qu'ils peuvent voir si c'est bien vascularisé, et s'ils se trompent, et que c'est pas bien vascularisé, tu vois, qu'ils coupent, bah, qu'ils peuvent pas le remettre, c'est-à-dire qu'après, ils doivent attendre que ça soit bien vascularisé, et pendant ce temps-là, ils te mettent une poche à caca. C'est-à-dire que ton petit bout d'intestin, donc il y a cet intestin qui est coupé en deux, et puis il y a un bout, c'est le bout qui doit sortir, ils te le mettent sur le côté du ventre, ils te mettent une poche qui va se remplir de merde toute la journée, que tu dois vider, et en fait tu chies, t'as un anus artificiel sur le côté. Oh putain. Et après tu dois retourner à l'hôpital pour te refaire le truc quand ça sera vascularisé. Donc en fait, quand ils m'ont amené... C'est beaucoup trop jeune. Ouais, c'est beaucoup trop jeune pour avoir un anus artificiel. Et quand ils te disent, quand une semaine après ils disent ils vont m'opérer et que je vais m'endormir, je suis sur le point de m'endormir, et que je sais que je vais peut-être me réveiller avec un anus sur la hanche, tu vois. J'avoue, je m'endors pas serein. Mais ça s'arrête jamais. Non, ça s'arrête pas. Donc là, je me retrouve une semaine à l'hôpital avant cette opération. Donc le mec, il dit on va attendre. Là, bon, l'hôpital, ça va. C'était le moment le plus cool parce que voilà, je m'ennuyais un petit peu, tu vois, mais j'avais des potes qui venaient. J'attendais. J'étais dans une vraie chambre seule pour le coup. J'avais la télé. C'était presque luxueux, tu vois. C'était pendant les grèves parce que c'est tombé pendant les énormes grèves qu'il y avait juste avant le Covid. Avant le Covid. Juste avant le Covid. D'accord. Ça, c'est tombé ça. Donc, il y avait des personnels de l'hôpital qui étaient pas là. Tu devais pas avoir envie du tout de retourner à l'hôpital. T'as peut-être pas vécu le Covid comme les autres, toi. Bah, en fait, ça a été une période très, très particulière parce que tout s'est enchaîné. Tu vois, il y a eu ce truc-là, il y a eu ce moment suspendu des grèves où moi, j'étais à l'hôpital. Et à peine du moment où je sors de l'hôpital, il y a le Covid, on se retrouve confiné dans le... Enfin, ça a été vraiment toute une période très, très bizarre de la vie, ouais.
Bref, du coup, j'attends cette semaine-là. Et donc, pendant cette semaine, du coup, comme je te dis, on se sert de cobaye au jeune truc. Et donc, ça, c'est vraiment. En fait, chaque jour, c'est de la douleur. Tu sais que tu vas souffrir tout le temps parce qu'on te réveille 2 fois par nuit. On vient tout le temps pour te faire des prises de sang, pour faire des examens, pour te piquer le doigt, pour regarder je sais plus quoi là. Moi, j'avais les bras au bout de 2 semaines qui commençaient à être. Enfin, tu vois, ils étaient en charpie, mes bras. Ils trouvaient plus de veines. C'était jaune, bleu des deux côtés. Et C'est de la torture. ouais, c'est un peu une torture, mais en fait, t'es un truc où tu commences à être Habitué? résigné plutôt. T'es là, il est 5 heures du mat, t'as la lumière dans ta chambre qui s'allume, tu ouvres les yeux et tu sais que là tu vas douiller, tu sais que c'est le principe. Tu sais. Et surtout quand tu vois l'infirmière rentrer, ou l'infirmier, mais c'était très souvent des infirmières, tu sais quand elle rentre que c'est si elle est débutante ou pas. C'est très bizarre, tu commences à avoir vraiment l'instinct de ça. Et tu vas arriver, tu fais ok, là je vais douiller ma race, c'est comme ça, c'est parti. Et t'acceptes, tu mets, et elle arrive jamais à te piquer du premier coup. Elle galère, il y en a qui passent mais 15-20 minutes, tu vois, à être Non. piqué, à faire genre, à rentrer, à faire ah, je trouve pas et tout. Ah putain, elle fait quoi, c'est insupportable, je retire. Je fais, je sais pas, juste trouver là ou le trouver pas, je sais pas. Ah, et tout. Et puis au bout de 15-20 minutes, ta chef infirmière qui arrive, qui fait, mais qu'est-ce qui se passe et tout, tu as toujours pas piqué. Non, j'arrive pas, mais pourquoi tu m'as pas appelé et tout. Oui, mais pourquoi vous l'avez pas appelé, ça aurait été une bonne idée, ouais. Parce que là, moi, c'est la 4e fois que vous me piquez dans le. Mais j'aurais pensé que ça devenait de plus en plus facile vu que tu as les bras gonflés. Non, C'est-à-dire parce que qu'en tes fait, veines, elles tes sont veines- moins accessibles parce Ouais. qu'elles sont sous des bleus. Les veines, elles se mettent à rétrécir, en fait. Il y en a qui se. Elles commencent à. Tu vois, ça commence à tout étendu et tout, parce que ça a été agressé plein de fois des deux côtés. Bref. Je me retrouve donc à faire cette opération où, comme je te dis, je me dis est-ce que je vais me réveiller avec un anus au niveau de la hanche. Et je me Finalement, non. Et finalement, Mais non. si, regarde, Edwina, tu n'as jamais vu dans les loges. Non, et puis je me réveille. Donc je disais vraiment, vous vérifiez. Hein. Au chirurgien, je dis, vous vérifiez vraiment que c'est bien rose avant de couper. Vous me coupez pas cet intestin s'il est pas sûr d'être bien vascularisé. Et donc l'opération, c'est on te fait deux petits trous. J'ai eu 3 petits trous dans le ventre. Et après on te le gonfle avec de l'air comme ça. Et eux, ils mettent des caméras à l'intérieur. En fait, ça te permet d'avoir quasiment pas de cicatrices. J'ai juste des tout petits trous comme ça, au lieu de. Alors qu'avant, c'était. Ouais, il y a de On plus en t'ouvrait tout. plus les opérations qui Ouais, trous là. ça, c'est vraiment. C'était super, mais ça fait un peu mal. Mais quand tu te réveilles. Et du coup, je me réveille. Et là, il y a un infirmier qui était. Je me retrouve dans la même salle de réveil où j'avais passé 1 semaine et demie avant tant de temps. Et le mec, il me voit, il fait putain, j'ai paniqué quand je vous ai vu parce que j'ai dit encore il est là. Et ça me faisait vraiment peur parce qu'en fait, ils avaient un peu peur parce que j'étais jeune quand même, j'avais 27 ans. Et je passais beaucoup de temps dans leur service. Et j'ai dit non, mais dites-moi, tout s'est bien passé et tout. Et il me dit oui, tout s'est bien passé, c'est bon, vous en retirez l'endroit qui était pas bien et tout. Et ça confirmait l'idée de la maladie Ah, c'était un de diverticulitis. départ. Ouais. C'est à ce moment-là qu'ils en étaient sûrs à 100%. Bon, ils en ont été sûrs à partir du moment où je suis retourné dans la chambre. Oui. Je te dis, ils attendaient pour m'opérer. Ils ont fait, ok, c'est ça, tu vois, il n'y a pas de. Ton père, pendant ce temps, quand il a su qu'il s'était... Mon père, il est monté déjà. Quand j'ai fait le choc hémorragique, mon père est monté aussi après. Ouais. Parce que je t'ai dit, il était pas monté au début, mais à partir du moment où j'ai fait le choc, Et là, tu t'es dit, bon... il est monté dans Bah, la c'est nuit avec grave. mon petit frère. Du coup, j'avais toute ma famille qui était devant la salle de réveil, genre tout le temps. Ils sont restés pendant 4-5 jours. Après, il n'y avait plus que ma mère et mon frère. Et à partir du moment où je me fais opérer, moi, je me retrouve dans la chambre. Et là, c'était un peu une partie compliquée parce que du coup, tout le monde disait, bon, bah c'est bon, il est guéri. Et là, il n'y avait plus personne. Et là, je me retrouvais seul dans la chambre, sauf que moi, j'ai encore passé 5-6 jours dans la chambre d'hôpital à douiller parce qu'en fait, du coup, ces gaz-là, ils te les vident à peu près, mais ils te les vident pas tous, tu vois. Et t'as des résidus de gaz et c'est une douleur, mais genre vraiment, Aïe. t'imagines pas, c'est vraiment un truc que t'as jamais senti. C'est des gaz, ils viennent appuyer sur des nerfs à l'intérieur. Donc dès que tu te déplaces, tu vas avoir des douleurs qui te remontent dans l'épaule, qui te font envie de vomir, des trucs. Mais Ça doit sortir sous forme de gaz classique ou non? C'est juste comme ça. Ça s'atténue au fur et à mesure sans que ça sorte. Ouais, je sais même pas par où ça sort en vrai. Je pense que ça sort tout doucement parce qu'il doit y avoir des micro-pores de partout. Je sais pas par où ça sort, tu vois. Mais tu sens qu'il y a des trucs dans toi, tu vois, qui se déplacent et ça dure pendant 4 jours. Donc 5 t'es pas jours. bien et tout le monde se dit, c'est bon, Nico il va mieux, Ouais, on va et tout pas le monde, le et voir. tout le monde pas. La première fois où je me lève après ça, putain, c'était. Les infirmières, elles font, bon, vous voulez aller essayer de vous doucher et tout? Je fais, ouais, et puis moi je crois que je vais bien, et je me lève, et là j'ai Bah cru- non, et je 3 fais, semaines oh tu t'es pas levé. et vraiment, mais j'ai cru que j'allais mourir de douleur en me levant, tu vois, et puis j'allais tout doucement, et vraiment, il y a cette douleur dans l'épaule qui te donne la nausée, je me mettais cassé, je faisais, et j'attendais pendant super longtemps dans la douche appuyée, donc ça passe, après, putain, j'essayais de trouver, c'était un calvaire. T'as pas une espèce de rééduc après, c'est juste tu prends le temps de Réduc de te l'hôpital, lever moins cher, 50%. Non, il n'y a pas eu de rééducation, tu voulais dire, je pense. Oui, rééduc. Ah, j'ai entendu réduc. T'as pas une de petite réduction. réduc Petite ristourne. Si, sur la cantine de l'hôpital, maintenant c'est pas cher. Voilà, et puis ça s'est fini comme ça.
Mon dernier petit truc marrant, c'est que là, ça faisait 3 semaines que j'étais, et puis je me disais, putain, j'aimerais bien me branler, tu vois. Parce que je me disais, bon, il faut que je retrouve goût à la vie, tu vois. Et je l'ai pas fait, et j'ai pas osé me branler pendant très longtemps parce que je me disais, putain, mais si ça se trouve, je vais me branler, et le sang qui me reste, ça va partir dans ma tub. Et je vais Le mourir. mec traumatisé. Et du coup, j'ai pas pu me branler. Comment ça aurait pu Mais non, mais je pense Ça pas que ça avait aurait plus fait de ça. logique, quoi. Non, je pense pas que ça aurait fait ça, mais tu vois, je veux dire, j'étais un peu traumate du sang, du moment manqué, de machin. Je disais, t'imagines, et puis putain, ça serait quand même con de mourir comme ça, tu sais. Tout le sang qui part et choc hémorragique. Je Dans ne ta me suis tub. plus branlé ni niqué pendant 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai arrêté. Et jamais de la vie, vous êtes parti, toi ou ton père, aller dire au premier gars, tu nous as fait perdre du temps, ton diagnostic, c'était au moins pour qu'il sache dans sa carrière. Non, mais il l'a su, ça c'est sûr. Ah, il l'a su. Bah, il l'a su parce qu'il a su. Enfin, le dossier, on lui a fait des retours du dossier. L'autre hôpital, ils ont En fait, tenu ton au père, courant. il l'a fait virer, t'es pas au courant. Non, pas du tout. Mais c'est vrai qu'en vrai, je pense qu'il y a possibilité peut-être de faire porter plainte ou je sais pas quoi. Mais en vrai, pourquoi, tu vois, il y a pas. Je suis vivant. Il y a. Oui, non, puis mais c'est c'est dit- bien que la personne, faut qu'elle le sache et qu'elle l'entende. De toute façon, ça arrive, c'est des erreurs. Ouais, ouais, après, c'est un malheureusement, métier eux, qui est quand ils font une compliqué, quoi. erreur, Ouais, c'est pas comme quand toi, t'as un trou de texte. Non, mais voilà, en gros, toute l'histoire. J'ai vraiment raconté bien en détail là. J'ai dû oublier des petits trucs, mais bon, tu vois l'idée, quoi. C'est la seule fois où tu t'es fait opérer. Enfin, c'est la Ouais, après. seule fois où t'es allé à l'hôpital. J'ai déjà passé des petits séjours à l'hôpital, mais jamais comme ça. Là, c'était un vrai bail, quoi. J'avais jamais été opéré, jamais d'anesthésie générale. Et surtout, tu commences tout à l'heure en disant non, bah, j'ai pas spécialement failli mourir. Si, en fait, quand tu racontes tout, Oui. tu t'es J'ai fait imaginé une mort plein de fois. Il y a ta famille qui a pensé que t'as entendu ta mère penser qu'elle allait perdre son fils. Enfin, Oui, j'ai fait non, mais en fait, j'ai fait cette expérience de mort imminente et tout. Je me suis senti partir, mais quand je te dis, j'ai pas failli mourir, j'ai failli mourir d'un point de vue, mais d'un point de vue rationnel, j'ai pas failli mourir parce que j'étais à l'hôpital et en fait, médicalement, les médecins ils te étaient là. diraient non, il y a aucun moment où vous êtes passé entre la vie et la mort. j'y suis passé, mais je ne pouvais pas mourir parce qu'ils étaient là pour me remplir. Ouais, En fait, comme oui. j'étais à l'hôpital, ça risquait. Si j'avais fait ça en extérieur, et encore une fois, hein, si on était au Moyen Âge, je serais mort à 27 ans. Donc 27 ans, à l'âge des clubs des Tri 27. sélectif naturel, exactement. T'es vraiment un rocker, Nico. C'est ça, j'avais 20 ans. Ah, attends, c'était quand? C'était 2019, si c'est ça. Donc j'avais 27 ans, donc j'étais dans le club des 20. Mais oui, mais je suis sûr que je me le suis dit ça à un moment, j'ai dû me Putain, dire. mais c'est ça. Tu putain, t'es je dit suis ah ouais, mort. je suis vraiment un rocker. Non, Ça pas du tout, aurait je me été disais, le je suis bon moment. une merde parce que je suis pas connu. Alors que Mais moi, ils que je étaient suis pas- connus. C'est ça. Eux, ils ont profité jusqu'à 27 ans. Moi, j'ai profité de que dalle et j'ai Je crevé suis à dans l'âge de. l'artistique, j'ai pris de la drogue, je suis à 2 doigts de mourir. Et mais je vais mourir comme Amy Winehouse sans avoir connu toutes les phases stylées, quoi. En tout cas, merci beaucoup Nico d'avoir raconté tout ça Merci, au micro Edwina. des dramas. J'ai bien ri, je me suis beaucoup concentrée pour pas rire trop fort pour pas casser Parce que c'est vrai que c'est les drôle les oreilles gens de qui tout le meurent. monde. Non mais oui. Quel art, franchement, le faire autant rire pour un truc aussi horrible. Bravo Nico et merci. Merci à toi. Alors j'espère que ce 2e épisode de Dédrama vous a plu. Alors pour ceux qui n'auraient pas compris que ce podcast est décliné en 2 concepts, je vous explique. J'ai créé Dédrama, dont vous venez d'écouter le 2e épisode, où on aborde des sujets plutôt lourds, plutôt complexes. Et il y a Dédrama Loose. Là c'est un autre concept, un format beaucoup plus court dans lequel on va dédramatiser une situation de honte, de gêne, de rchouma, comme on dit. Alors c'est un format plus léger on peut dire, mais avec toujours cette même envie de rire et de dédramatiser. Alors allez dès maintenant écouter le premier épisode de Dédramalouse avec Audrey, une humoriste qui raconte son expérience dans l'armée et franchement c'est énorme. Alors désolé, vous allez penser que les sujets sont pas très variés et que ça parle encore de caca, mais ça vaut le détour et puis les autres épisodes de Dédramalouse, on change de sujet, rassurez-vous. Allez, bonne écoute et à tout de suite.